Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est la découverte d'un maître tibétain hors du commun que nous vous proposons aujourd'hui et dimanche prochain, Jamgon Kongtrul de la tradition Kagyu de la fin du 19e siècle. Son érudition et son œuvre écrite furent immenses, mises au service d'une idée novatrice, préserver et promouvoir les différentes traditions tibétaines. Pour nous en parler, nous avons la grande joie de recevoir Christian Charrier, qui vient de traduire 2 volumes du Trésor des connaissances, considéré comme le premier recueil de Jamgon Kongtrul. Ce matin, nous parlerons de ce maître accompli, sa vie et ses vastes connaissances sur les écoles bouddhistes, dont il a sauvegardé et transmis tous les aspects. Et la semaine prochaine, nous nous arrêterons plus précisément sur 2 de ces volumes, traduits pour la première fois en français. Nous rejoignons donc notre invité, Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant du Dharma. Vous avez effectué une retraite de 3 ans dans la tradition Kagyu. Et vous êtes donc traducteur de textes tibétains anciens que vous contribuez à rendre accessibles avec le soutien de la Fondation Tsadra. Un travail considérable que vous effectuez depuis 20 ans. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, on va tout d'abord savoir un petit peu qui était Jamgon Kongtrul, ce grand maître. Que sait-on de sa vie ? Eh bien, on sait beaucoup de choses en fait de sa vie. Jamgon Kongtrul a écrit énormément de choses et il nous a laissé à peu près 90 volumes de textes écrits de sa main ou compilés par lui-même. Et c'est colossal. Donc, on a plein de choses. Et en plus de ça, il nous a laissé une autobiographie dans laquelle il raconte sa vie, autrement dit. Alors, quelle était sa vie, en quelques mots ? C'est la vie d'un grand maître tibétain du 19e siècle qui est uniquement occupé par la préservation de la culture religieuse, philosophique, de toutes les pratiques qui existaient au Tibet à son époque, pour qu'elles ne se perdent pas et qu'elles soient préservées pour que nous puissions encore les avoir de nos jours. Donc c'est quelque chose de fabuleux, un vrai trésor en fait qu'il nous a laissé. Oui. Alors dans ses mémoires, puisqu'il a écrit ses mémoires, peut-être que vous avez traduites d'ailleurs, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il dit de lui. C'est assez intéressant ces mémoires parce que de voir comment il parle de lui. C'est un maître très humble, en fait. Hein. Et donc, jamais il ne se met en avant, jamais il ne parle de ses réalisations spirituelles, mais c'est toujours sous une forme un petit peu très, très modeste ou très cachée, en parlant de ses rêves ou en parlant des rencontres qu'il fait. Et on sent à travers ce qu'il raconte qu'il a une profonde dévotion pour tous les maîtres de toutes les traditions tibétaines de son époque, et avec un enthousiasme absolument incroyable d'aller partout dans le Tibet pour essayer de retrouver des traditions, des lignées de pratiques qui menaçaient de disparaître. Et donc, ce qui aurait été une grande perte, d'après lui, pour tout cet héritage, en fait. Donc c'est absolument incroyable, justement, qu'un maître ait eu le temps, en fait, de passer. On aurait l'impression qu'il a passé sa vie à écrire, parce qu'il y avait 90 volumes, il faut du temps. Mais en fait, non, c'était accessoire. Il a vécu longtemps aussi. Il a vécu 90 ans, 87 ans, exactement. Oui, au 19e siècle, c'est quand même une grande longévité. Oui. C'est beaucoup. Mais c'est-à-dire que c'était pas son activité principale. Son activité principale, c'était la méditation, c'était la pratique du Dharma. Mais en plus de ça, il a contribué à tout cet héritage littéraire qu'il nous a laissé. Oui, vous dites que c'était un yogi aussi. Oui, en quelque sorte. Il vivait dans un ermitage, le plus clair de son temps. Il vivait dans son ermitage, et c'est là d'ailleurs où il a écrit ses œuvres, où il a rédigé notamment le Trésor de connaissances. Voilà. Alors on va en parler un petit peu plus tard du Trésor des connaissances, mais avant tout, le projet de sa vie, justement, c'était de préserver les lignées. De préserver toutes les lignées dans leur intégrité, pour pas les mélanger, justement, pour qu'elles soient bien, qu'il y ait les pratiquants de ces lignées qui s'y retrouvent dans la façon dont elles sont présentées, tout ça, et qu'il n'y ait pas de divergence, ou qu'il n'y ait pas d'animosité entre les lignées, mais qu'elles soient vraiment présentées à leur juste valeur, en montrant ce qu'elles ont vraiment de particulier, ce qui fait leur richesse et leur noblesse, et en quoi elles sont bénéfiques à différents types de pratiquants. Donc il avait une vision extrêmement large, en fait, de tous les pratiquants qui peuvent exister. Tout le monde n'est pas obligé de suivre la même voie. Et ce qui est enrichissant, donc, c'était de présenter à tout ce monde, pratiquant bouddhiste tibétain, des
des voix multiples et variées qui étaient toujours authentiques, c'est-à-dire rattachées à des lignées. Rien n'était inventé ou fabriqué. Oui. C'était toujours des lignées qui sont originaires de l'Inde. Oui, qui sont présentées sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de préférence dans son écriture pour l'une ou pour l'autre. Et en fait, je pense même qu'il privilégiait les petites lignées qui étaient en voie de disparition plutôt que celles qui étaient carrément établies. Et là, il n'y avait aucun souci. Comme les Kagyu, les Gelug, tout ça, les grandes traditions tibétaines, il n'y avait pas de problème. Et c'est surtout dans des plus petites traditions qu'il est allé rechercher, dont il a essayé de retrouver tous les textes, toutes les initiations, toutes les pratiques. Donc c'est un travail énorme de chercheurs et de découvreurs, en fait, de trésors. Oui, et avant-gardiste, parce que finalement, il a pu nous transmettre aujourd'hui des lignées qui ont été malmenées au Tibet. Et c'est grâce à lui, donc, justement, qu'on peut avoir accès à toute cette richesse, toute cette forme d'enseignement multiples et variés. Alors on dit que c'est le précurseur du mouvement rimé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le mouvement rimé? Alors le mot rimé, ri ça veut dire catégorie, ça veut dire partie, ça veut dire classe, et mais c'est une négation. Donc rimé, ça veut dire en fait sans parti pris en quelque sorte. Mais en plus de ça, ça veut dire aussi sans catégorie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des catégories en disant qu'il y a des grandes écoles, il y en a des petites, mais tout ça c'est un vaste ensemble. On ne compartimente pas l'enseignement du Bouddha, on essaye de le transmettre et d'en trouver tous les aspects, même ceux qui se paraissent moins importants que d'autres. Et donc l'idée, c'est de transmettre justement la pluralité cette pluralité, justement. Oui. Donc c'est pas... Kongtrul n'a pas fait vraiment une synthèse, mais plutôt il est allé chercher tous ces éléments qui font la richesse de la tradition tibétaine. Voilà. Alors, justement, on va s'intéresser à l'œuvre de Kongtrul. Oui. Vous dites qu'elle est colossale, vous avez parlé de 90 volumes, ça veut dire des centaines de milliers de pages. C'est incroyable. Et donc, ces volumes sont regroupés dans ce qu'on appelle les 5 trésors, qui ont été... Donc, c'est pas lui qui a donné ce nom, trésor. Il n'a pas appelé sa collection un trésor, bien sûr. C'est son maître principal, Jamyang Khyentse Wangpo, qui a donné ce nom, qui a baptisé ces collections trésors. Et donc, la première collection, celle dont on va parler, qu'on appelle le trésor de connaissances, c'était sa première, en fait, celle avec laquelle il a commencé à publier, à compiler tous ces... Et après, il y en a eu d'autres, il y en a eu 4 autres. Donc, ces 90 volumes sont répartis au sein de 5 trésors. Et le plus petit, en fait, de ces 5 trésors contient 10 volumes, et c'est celui-là qu'on appelle le trésor de connaissances. Voilà, que vous avez commencé à traduire, notamment avec Patrick Carré. À l'origine de qui est ce projet, finalement? Ce projet, en fait, il a commencé en 1988, et c'est Kalu Rinpoche qui a lancé l'idée, Feu Kalu Rinpoche, qui a réuni à cette époque-là un groupe de traducteurs occidentaux pour traduire le trésor de connaissances en anglais. Et ça a commencé donc, c'était son projet, que tout le trésor de connaissances soit traduit. C'était les 10 volumes. Donc il a réuni certains traducteurs, ça a piétiné, ça a bien commencé. Après, il y a eu un moment d'un peu d'hésitation. Et c'est à ce moment-là que la fondation Tsadra est arrivée pour continuer à financer le projet, à le promouvoir et à trouver des traducteurs, parce que ce n'était pas très évident de trouver des sponsors, un parrainage pour financer une traduction aussi importante. Donc c'est en fait grâce à la fondation Tsadra que cette collection a pu voir le jour, avec les 10 volumes. Donc les 10 volumes sont sortis en anglais. Ils existent en anglais. Et donc notre mission en France, c'est pas de tout traduire, les 10 volumes, mais au moins d'en prendre quelques-uns qui sont pour nous assez représentatifs de Kongtrul et aussi du message, de ce qu'il a à dire et de cette connaissance qu'il veut transmettre. C'est une traduction qui est difficile, traduire Kongtrul? Kongtrul, c'est pas simple à traduire. C'est pas quelqu'un de simple. Du tibétain, je précise, que vous traduisez directement du tibétain. C'est quelqu'un qui a une très très vaste connaissance. Dans son nom complet, Jamgon Kongtrul Lodreux Taillé, ça veut dire une immense connaissance, une immense intelligence, ou même infinie, taillée. C'est donc toute cette connaissance qu'il a, qui au fil de ses vies, qu'il a réussi à compiler et à présenter comme ça, ça suppose, disons, de la part du traducteur,
se mettre à la portée un petit peu de Kongtrul, ce qui est complètement impossible. Parce qu'à mon avis, Kongtrul a surestimé ses lecteurs. Ou alors il s'est sous-estimé lui-même, pensant que son intelligence n'était pas aussi colossale. Et quand on voit donc tout ce qu'il a, la manière dont il s'exprime, il y a beaucoup de sous-entendus, il y a des choses qu'il faut compléter. Parce que son style est, comme souvent les grands érudits, ben, ils ne peuvent pas tout dire, ils sont très très concis, pensant que le lecteur de son époque a compris, de toute façon, que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais pour nous, les Occidentaux, qui n'avons pas peut-être suffisamment étudié, ou qui ne sont pas suffisamment lettrés, il faut ajouter beaucoup de choses. Donc vous avez fait un travail de notes, d'annotation. Il y a eu beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notations qui permettent aux lecteurs français de notre époque, justement, de comprendre ce que dit Kongtrul. Donc ce n'est pas dans le texte lui-même. Il y a, le texte est composé de strophes racines que Kongtrul a écrit. Ce sont des strophes qui font 9 pieds, des vers de 9 pieds. Et c'est surtout un moyen mémotechnique pour que les disciples les apprennent par cœur. Et par-dessus, il a écrit un commentaire. Donc ce qu'on appelle le trésor de connaissances, en fait, c'est deux choses. C'est les textes racines, les strophes racines, plus le commentaire, son auto-commentaire, en fait, des strophes racines. Et en plus de ça, on a mis nos notes personnelles qui permettent justement d'enrichir la compréhension du lecteur. Oui, vous dites on, puisque vous avez travaillé en duo avec Patrick Carré. Sur le deuxième livre. Voilà, sur le deuxième volume. Et ce qui permet peut-être une cohérence aussi dans le fil du texte, contrairement à la version des années 90 en anglais, où il y avait eu une pluralité de traducteurs. C'est ça, ça sera l'avantage, si on peut dire, de la mini-collection française, c'est-à-dire de trouver une cohérence terminologique et dans la présentation aussi, puisqu'enfin, on n'est que 2 traducteurs, et c'est plus facile de s'harmoniser. Oui. Alors, c'est un livre de connaissances, un trésor des connaissances, qui a un très beau titre d'ailleurs, un trésor de connaissances, ça donne vraiment envie. Mais comment utiliser ce livre? Est-ce que c'est accessible à tous? Je ne pense pas que ça soit accessible à tous, disons à tout le monde. Il faut avoir un certain goût pour l'étude. Il faut avoir envie d'étudier ce texte, mais je pense que c'est un texte qui transmet justement une vaste connaissance, et si on fait l'effort de s'y intéresser, on entre vraiment dans un domaine extrêmement riche. Seulement, ce n'est pas un livre qui se lit bien sûr comme un roman. Ça demande quand même de prendre le temps, de s'intéresser, de faire un peu de recherche à côté, et le mieux finalement d'avoir une transmission, si on peut, par un maître qualifié qui peut donner des explications sur ce texte-là. Alors, on y reviendra précisément, ces 2 volumes, la semaine prochaine, où nous aurons le bonheur de vous retrouver. Avec plaisir. Si je peux me permettre une citation de Kongtrul, qui parle en fait de son travail. Et il dit « J'ai recherché au prix de grands efforts les initiations qui font mûrir et les directives qui libèrent, transmises par de longues lignées, propres à chaque école. Bien que personne n'ait le temps de mettre tous ces enseignements en pratique, je les ai rassemblés pour que les conseils de mes maîtres spirituels ne se perdent pas. » Donc là, je pense que ça exprime bien son projet, son immense projet et le fait d'avoir tout rassemblé. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et donc à la semaine prochaine. Mais d'ici là, je vous propose quelques livres en rapport avec notre émission. Tout d'abord, bien sûr, Trésor des connaissances, volume 1 de Jamgun Kongtrul Lodretaillé, traduit et annoté par notre invité Christian Charrier, édition Padmakara. Comme une encyclopédie, ce livre présente de façon complète tous les domaines de la connaissance spirituelle des écoles bouddhistes indo-tibétaines dans une approche écuménique. C'est un ouvrage exceptionnel qui vient enrichir en langue française le patrimoine bouddhique. Mémoire, la vie et l'œuvre de Jamgun Kongtrul Lodretaillé, traduit par Christian Charrier aux éditions Padmakara. Ce maître nous fait partager sa vie au service de tous les enseignements bouddhistes, une vie issue de la culture tibétaine du 19e siècle, décrite à travers tous ses faits et gestes, ses rêves et ses visions, à lire comme une véritable source d'inspiration, que l'on soit pratiquant débutant ou plus avancé. Voilà, cette première partie d'émission s'achève. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine pour la suite. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à Jamgun Kongtrul. Nous avons présenté la semaine dernière ce grand maître hors du commun de la lignée Kagyu qui, jusqu'à l'aube du XXe siècle, a consacré sa vie à la préservation des enseignements bouddhistes des 8 lignées tibétaines. Ses connaissances infinies sur les traditions qu'il a collectées à travers tout le Tibet
ont fait de lui le précurseur du mouvement rimé visant à préserver la culture tibétaine. À l'occasion de la parution de 2 volumes en français du Trésor des connaissances, nous allons nous pencher sur son immense travail d'encyclopédiste qui détaille dans le premier volume les systèmes philosophiques bouddhistes, puis dans le deuxième, les tantras bouddhistes. Nous retrouvons avec bonheur notre invité, Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant du Dharma. Vous avez effectué une retraite de 3 ans dans la lignée Kagyu. Et puis, vous traduisez depuis 20 ans des textes anciens tibétains qui forment aujourd'hui un vaste patrimoine de la culture tibétaine en langue française grâce au soutien de la Fondation Tsadra. Exactement. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on va tout d'abord rappeler un petit peu ce que c'est que le Trésor des connaissances, qui est l'un des tout premiers ouvrages de cet immense maître, Kongtrul. Donc, le Trésor de connaissances, en fait, c'est un recueil de plusieurs volumes. C'est faut dire une encyclopédie, en quelque sorte, qui comprend 10 volumes. Et ces volumes sont de longueurs différentes. En général, ils sont tous constitués de 4 chapitres et qui ont à peu près la même façon de présenter les choses et à différents points de vue. D'un point de vue, disons, plus fondamental, avec le petit véhicule, Theravada, le grand véhicule, le véhicule universel du Mahayana, et le véhicule du Vajrayana, ou le véhicule de diamant. Et donc, on va retrouver un peu ces 3 éléments fondamentaux qui sont pratiqués de front au Tibet dans ces ouvrages. Mais le but principal de Kongtrul, ça a été justement d'être fidèle à la tradition tibétaine et de montrer dans cette compilation d'œuvres comment on garde les 3 entraînements supérieurs, c'est-à-dire celui de l'éthique, celui de la concentration et celui de la sagesse ou de la connaissance. Donc en fait, ces 10 volumes représentent bien ces 3 types d'entraînement qui font en fait la particularité de la tradition bouddhiste tibétaine. Alors, est-ce que vous avez donc traduit ces 2 volumes que nous voyons ici sur la table? Est-ce que ce sont 2 volumes qui s'articulent l'un avec l'autre? Comment ça fonctionne? Disons que les 2 volumes sont extraits en fait du 6e volume de Kongtrul. C'est les 2 parties du volume 6. Oui. Et dans ce volume 6, Kongtrul établit les bases théoriques en fait de la pratique. Avant de passer à la pratique, il faut en établir les bases théoriques pour savoir en fait ce qu'on pratique, ce sur quoi on va méditer. Donc l'un présente les fondements théoriques des courants philosophiques bouddhistes, ou autrement dit la vue, les différentes vues philosophiques sur lesquelles s'établisse la doctrine bouddhiste. Et le deuxième, alors, rentre plus dans les doctrines qui appartiennent au tantra. Et là aussi, donc, en présentant plutôt l'aspect théorique des tantras. Alors, justement, on va s'arrêter sur l'un puis sur l'autre. Le premier volume, les systèmes philosophiques bouddhistes. De quoi traite précisément ce volume? Enfin, en détail, si vous pouvez. Alors, ce volume traite en fait des différentes écoles, ce qu'on appelle les 4 grandes écoles philosophiques bouddhistes, les 4 grands courants philosophiques qui appartiennent soit au Hinayana, soit au Mahayana. Et donc, Kongtrul nous donne une présentation, on pourrait dire, qui est syncrétique de ces écoles, sans rentrer trop dans les divergences, mais plutôt en essayant de montrer leurs points forts de ces courants philosophiques, dans le but, finalement, de nous amener de manière de plus en plus subtile à l'école supérieure, donc qui invite le pratiquant à réaliser donc la vue supérieure pour réaliser la vacuité. Vous avez donné le mot d'encyclopédie. Ça veut dire que ça s'apparente à une encyclopédie? Ça pourrait ressembler à une encyclopédie, mais ça n'en est pas une, parce qu'une encyclopédie, c'est toujours alphabétique, oui, en général. Et ça, ce ne sont pas des ouvrages où il n'y a pas des thèmes par ordre alphabétique, mais ça serait plutôt en fait comme un index, où le pratiquant va pouvoir y retrouver tous les domaines de la connaissance bouddhiste. À travers tous ces volumes, on retrouve tous les aspects de la connaissance bouddhiste tels que Kongtrul a voulu les sauvegarder, pour permettre justement aux pratiquants, parce que je pense que Kongtrul s'intéresse et s'adresse plutôt aux pratiquants
qu'à l'érudit. Il ne cherche pas à créer ou à écrire un nouvel ouvrage d'érudition, mais plutôt à informer le pratiquant bouddhiste de toute la connaissance dont il a besoin vraiment pour pratiquer et enrichir sa pratique. Donc c'est quand même des volumes qui sont axés sur la pratique. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une encyclopédie au sens où ça serait comme des ouvrages qui donnent de la connaissance pour la connaissance. Oui. Et dans les écoles philosophiques, quand ils parlent des écoles philosophiques, ce n'est pas simplement pour donner de la connaissance de ces écoles philosophiques. C'est de montrer en quoi on peut méditer sur ces écoles pour enrichir finalement notre compréhension de ces vues philosophiques. Oui. Alors, vous dites qu'il ne travaille pas, qu'il n'écrit pas avec comment dirais-je, un système de réfutation. Il ne met pas en concurrence, finalement, les écoles, mais au contraire, il les rassemble d'une façon. Et c'est toute la perspective, en fait. C'est tout le propos, en fait, de Jamgon Trungtrul, de ne rien séparer. D'ailleurs, le mouvement rimé, dont il était le porte-parole, c'était ça, justement, de ne pas dissocier les écoles, mais de les plonger dans ce grand courant où toutes les écoles se retrouvent. Et c'est pareil pour les systèmes philosophiques. Il ne les fait pas, il n'organise pas des réfutations entre ces courants philosophiques. Parce qu'à ce moment-là, ça ferait plutôt appel à un travail, ce serait plutôt un travail d'érudition qui s'adresserait vraiment à des érudits, mais plutôt montrer que chaque courant est important. Et chaque courant mène au suivant, ainsi de suite, comme ça. Et donc, ça permet une approche progressive de la philosophie, et de manière très pratique. Alors, justement, vous qui connaissez bien ce texte, à qui s'adresse-t-il aujourd'hui? Qui peut le lire? Je pense qu'il s'adresse aux pratiquants, en fait. Il s'adresse certes aux érudits qui veulent la connaissance, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment que le pratiquant ait des bases solides et une assise solide sur laquelle il va pouvoir asseoir sa pratique. Vous savez que pour intégrer les enseignements bouddhistes, on dit qu'en général, il y a 3 phases. Il y a une phase d'étude, une phase de réflexion et une phase de méditation. Donc je pense que ce livre-là s'inscrit très bien dans la phase d'étude. Et après, cette étude, elle doit donner lieu à des réflexions. Et après, dans d'autres volumes, justement, que l'on va traduire, j'espère, qui sont au programme, on insistera plus sur le côté méditatif, plus sur le côté pratique. Donc, ce qu'on a prévu de traduire, c'est les volumes qui vont être toujours dans la perspective des tantras, mais sous un aspect plus pratique que théorique. Alors, passons au deuxième volume que vous avez traduit, les tantras bouddhistes. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle justement, là encore, des fondements théoriques du tantra, et en montrant bien quelle est la spécificité de ce véhicule des tantras par rapport, disons, au véhicule fondamental ou au véhicule universel, en quoi les tantras sont différents, en quoi les tantras sont plus riches, en quoi est-ce qu'ils sont plus rapides, pourquoi est-ce qu'ils sont supérieurs aux autres véhicules, mais bien sûr supérieurs à condition qu'on ait les bases. Si on n'a pas les bases, ils ne peuvent pas être supérieurs. Ça demande quand même d'avoir les bases fondamentales dans des systèmes, dans des véhicules qui permettent de développer, de cultiver le renoncement, la vue altruiste, la bodhicitta et la vacuité. Et c'est à ce moment-là que les tantras vont être vraiment efficaces. Donc les tantras sont en fait des méthodes qui permettent de réaliser, d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Voilà. À condition... Oui, justement, vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un tantra? Donc le mot tantra, en fait, dans sa traduction tibétaine surtout, veut dire continuité. Un continuum, quelque chose qui continue. Donc, qu'est-ce que c'est qui continue? Ce qui continue, c'est en fait le courant de conscience. Qu'on soit un être ordinaire ou qu'on soit un être éveillé, en fait, de l'état ordinaire à l'état éveillé, il y a toujours ce même courant de conscience qui se transforme. Mais à la base, la nature fondamentale de tous les êtres est exactement la même. Et donc, c'est cette continuité fondamentale que les tantras proposent de retrouver, et avec des méthodes particulières. Donc, tantra, on pourrait dire, c'est un système de textes, de rituels, qui permettent justement une approche un peu différente, en insistant beaucoup plus sur l'aspect fruit que sur l'aspect cause. Alors que, par exemple, les sutras vont mettre l'accent sur les causes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut réunir comme cause pour atteindre l'éveil, à notre niveau, en avançant progressivement. Les tantras vont mettre d'emblée l'accent sur le fruit, sur le résultat, comme si on était déjà Bouddha
parce qu'on a déjà cette nature de Bouddha, en fait. Donc, on a quelque chose en nous qui est proche de la bouddhéité. Donc, les tantras visent cette approche-là, justement, de bien cerner le fruit. Dans ce volume en particulier, vous avez parlé vous parlez de continuité pour les tantras, mais de quelle continuité s'agit-il ici ? C'est cette continuité, justement, que permet de découvrir le tantra grâce à ses méthodes, grâce à ses rituels, grâce à ses initiations, etc. Et surtout, dans la relation de maître à disciple, parce que la pratique des tantras, pour qu'elle soit efficace, pour que cette continuité, justement, puisse avoir lieu, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a une double continuité. Il y a une continuité, comme je viens de vous le dire, intérieure, où c'est le même continuum qui se développe, mais il y a aussi une continuité dans la lignée. Pour que les tantras soient efficaces, il faut qu'il y ait une transmission continue de maître à disciple à travers les siècles. Et donc, Pongtrul a réuni les tantras dans cet ouvrage qui reflètent cette continuité des différentes écoles, des différentes traditions tibétaines. Oui. Pour autant, Jamgon Kongtrul ne livre pas de révélations sur les tantras. Non, c'est pas le propos de ces ouvrages. Les révélations, les pratiques elles-mêmes, comment les pratiquer, c'est plutôt le résultat d'une relation de maître à disciple où il y a une véritable transmission qui a lieu. Là, dans cet ouvrage-là, il donne plutôt les fondements qui permettent aux pratiquants de bien comprendre ce qu'il est en train de faire. Sur quoi reposent les tantras, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait leur authenticité. Si on s'engage dans cette voie, autant qu'elle soit authentique, autant qu'elle mène vraiment à l'éveil. Donc il donne toutes les informations nécessaires qui permettent de voir comment on va pouvoir, si on est déjà intéressé à les pratiquer, parce que c'est pas une obligation non plus de pratiquer les tantras. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire? Donc c'est cette approche. Donc dans ces deux volumes, en fait, ils se complètent, on pourrait dire mutuellement, puisqu'ils permettent d'avoir deux approches assez différentes, l'une philosophique, l'autre plutôt ésotérique, plutôt tantrique, des théories du bouddhisme. Et ça sera que plus tard où on abordera plus le côté pratique, le côté méditation. Voilà. Alors, pour conclure, Christian Charrier, je crois que vous vouliez nous lire un passage, justement, du volume sur les tantras. J'aimerais bien vous lire un passage de Kongtrul, justement, où il aborde l'intérêt de la méditation et de ne pas s'arrêter simplement à la connaissance. Et donc, ce texte dit « S'absorber dans la méditation, voilà qui tranche tous les doutes. Sans cette réalisation, rien d'autre ne peut le faire. Voilà pourquoi le mieux, c'est de s'absorber dans la méditation. Ça devrait même être le but des érudits. » Effectivement. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir nous avoir fait partager votre travail de traducteur et de nous avoir présenté ces livres. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres sur lesquels s'est appuyée cette émission. Trésor des connaissances, volume 2 de Jamgon Kongtrul, traduit et annoté par Christian Charrier et Patrick Carré, édition Padmakara, collection Tsadra. Ici, la connaissance est orientée vers la pratique. L'ouvrage dit ce que sont les principes des tantras supérieurs, sans révéler toutefois les instructions de pratique. Une connaissance élémentaire du sujet est nécessaire pour apprécier ou étudier cet ouvrage. Le bouddhisme Vajrayana de Philippe Cornu avec Louise Bressolette, édition Rangdrul. On découvre ici le développement de ce courant riche en méthodes et en moyens habiles, tels que la visualisation et la méditation, courant qui a émergé en Inde à partir du 4e et 5e siècle et qui s'est développé notamment au Tibet et au Népal. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Excellent dimanche à tous et bonne semaine. Merci.